Thank you.
prier le Dieu. On va prendre une heure pour déjeuner. On va retourner dans la salle pour faire la restitution du groupe et l'évaluation de la première. Je vais m'arrêter par présenter l'agenda de la première journée. Demain matin, on va vous présenter l'agenda de la deuxième journée. On vous a partagé le post-it. Vous allez juste mentionner une attente par rapport à cette activité d'aujourd'hui. Le post-it qui est avec vous. Prenez soin d'écrire là-dessus votre attente et nous allons passer récupérer ce post-it que nous allons afficher au fiche. On va comparer si on a répondu à nos attentes. Madame Sandrine, nous vous invitons de prendre parole pour dire les mots de bienvenue à nos invités. Il y a quelqu'un qui a oublié son appareil ici. Bonjour à tous. Son Excellence, Messieurs le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Son Excellence, Messieurs les ministres des Affaires humanitaires, Messieurs les secrétaires généraux aux affaires humanitaires, Messieurs les coordonnateurs humanitaires et coordonnateurs résidents, Madame la coordinatrice humanitaire adjointe, Messieurs, Mesdames, représentants de bailleurs de fonds, Messieurs les représentants de forums des organisations internationales, Messieurs et Dames représentants des agences des Nations Unies, des organisations nationales et internationales, Messieurs et Dames à vos titres et qualités respectives. Le Conseil national de Fora des ONG humanitaires et de développement, CONAFOD en sigle, a le réel plaisir de vous accueillir dans ce beau cadre de l'hôtel Riviera à Bukavu pour le premier symposium national sur la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Ces symposiums placés sous le thème d'Istanbul à Bukavu, de la théorie à l'action, est ici l'occasion de faire un état des lieux sur la localisation, harmoniser les connaissances et la compréhension de tous sur la localisation de l'aide humanitaire et l'architecture humanitaire en RDC et de gager une définition adaptée à la RDC selon la définition du Grand Bargain. C'est aussi l'occasion de discuter, réfléchir et tirer des leçons sur la réponse humanitaire en RDC et par rapport à la localisation et aux engagements du Grand Bargain, vulgariser l'agenda sur la localisation de l'aide humanitaire. Et enfin, c'est l'occasion d'adopter une feuille de route nationale en vue de l'accélération du processus de localisation. Nous espérons que ces travaux qui commencent aujourd'hui, 2 octobre 2023, prendront fin demain, 3 octobre, sous une note satisfaisante pour la mise en œuvre effective de la localisation de l'action humanitaire en RDC. Au nom du Conseil national de Fora des ONG nationales de développement et humanitaire, CONAFOD en sigle, nous vous souhaitons la bienvenue et bons travaux. Merci. Nous allons suivre à présent le discours introductif de CONAFOD. On invite. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous attendons d'être en route. Excellence, Monsieur le Ministre ici représenté, Monsieur le Secrétaire Général représenté par la directrice chargée de partenariat, Madame la coordinatrice humanitaire adjointe, qui représente le coordinateur humanitaire qui est en route, le corps diplomatique qui sont représentés de l'ambassade de l'Allemagne, distingués invités, chacun à son titre et qualité respectif. Nous sommes très heureux, vraiment heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à ce premier symposium sur la localisation
que signifie CONAFROD? CONAFROD, c'est le Conseil national des forats, des ONG humanitaires et de développement de la RDC. Comme vous le savez, il était toujours très difficile d'avoir un interlocuteur pour parler au nom des ONG nationales, et cela constituait un grand défi pour tous les partenaires humanitaires, même pour le gouvernement. Et pour résoudre ces défis, les ONG nationales avaient pris une grande décision d'avoir désormais une seule représentation, et ils ont créé ce que nous appelons CONAFROD. Le CONAFROD, c'est le regroupement de 5 premières plateformes de la RDC, 5 plateformes principales, notamment les SECONAT, les FONAD, les FONAI, les ROND et les RONA. Ces 5 plateformes sont réparties à travers tout le pays et regroupent 340 ONG nationales. Et la journée d'aujourd'hui, c'est en fait partager les réflexions menées par ces plateformes avec leurs membres sur ce qui peut être le devenir de l'action humanitaire à RDC à travers l'organisation. Donc la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas un jour de discours, c'est plutôt un jour d'échange, de partage entre tous les acteurs humanitaires pour avoir une réflexion commune et approfondie sur ce qu'est l'organisation, sur ses composantes et sur une projection que nous faisons ensemble vers un système humanitaire plus inclusif, plus réactif pour le bien-être de sinistrés. Mesdames et messieurs, chacun a son titre de vérité respectif. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas un jour de discours, mais c'est un jour de partage. Je vais donc m'arrêter par là en souhaitant 2 jours de travail approfondi, mais aussi d'échanges enrichissants pour briser la glace qui a toujours existé entre les ONG internationales, les ONG nationales et les agences. Donc c'est une grande occasion de créer une seule famille, une famille humanitaire, où tout le monde apporte sa pierre pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Je vous remercie. Le nom du Forum des ONG internationales, Monsieur Ligue, vous avez la parole. Je suis très heureux de vous parler. Comme l'a dit M. de Genève, ce n'est pas un jour de discours, et donc je ne savais pas que j'allais faire un discours. Et donc je n'ai pas préparé de discours, et donc j'ai mon collègue qui est avec moi pour m'aider, et à qui je vais passer la parole. Je suis Luc Lambrière, je suis directeur du Forum des ONG internationales ici en RDC. Le Forum des ONG internationales, c'est un regroupement de 124 organisations internationales qui travaillent dans ce pays sur des questions humanitaires, de développement et de paix. Nous sommes, tous nos membres, je pense, d'une manière ou d'une autre, sont engagés sur le sujet de la localisation, tant ici qu'au niveau de leur siège dans les pays où elles sont installées, où ils ont leur siège international. Je voudrais juste dire 2 choses avant de passer la parole à mon voisin. Les ONG internationales sont engagées dans la logique de la localisation, je dirais presque depuis leur naissance, depuis qu'elles existent. On pourra en parler. J'espère que la présence des nombreux membres qui sont ici présents, qui représentent l'organisation internationale, pourra illustrer par des exemples. Mais pour revenir un peu à ce qui a démarré la discussion récente sur la localisation, elle a commencé à Istanbul plus récemment, elle a commencé en 2016, c'est pas hier quand même. Et plusieurs organisations qui sont ici représentées étaient présentes là. Et je pense que la meilleure personne pour vous parler un peu de ce qu'on a engagé et ce qui est en cours, mon voisin, Gilbert Massoudoko, qui est le directeur de Diaconie Catastrophe, ici en RDC, pour plusieurs raisons. Ne serait-ce que l'intitulé du symposium qui est de Istanbul à Bukhara. Il se trouve que Gilbert revient juste d'Istanbul. On était à une rencontre qui était consacrée précisément à la localisation.
ses collègues de diaconie catholique. Il a une occasion récente de discuter de ces sujets avec ses collègues de l'ONG internationale. Et puis l'autre raison, c'est que Gilbert est originaire du Sud Kivu. Il est né à Tembo. Et donc je propose que nous redonnions le symposium de Tembo à Istanbul, à Cameroun. Ce qui serait une meilleure description parce que c'est vraiment la localisation. Et donc j'ai pris ça par merci. Merci Lick. Donc comme Lick l'a dit, je suis Gilbert Massoukou, chef de mission de l'ONG allemande Diaconie Catastrophe en Guerre. Mais là, je ne vais pas parler comme diaconie. J'aurai l'occasion de le faire dans les groupes pendant les discussions. Là, je parle comme membre du comité exécutif du Forum des ONG internationales. Comme Nick l'a dit, le Forum des ONG internationales est constitué de 124 ONG internationales d'origine diverses, États-Unis, Europe, Afrique, etc. Et les ONG internationales sont là pour les mêmes objectifs que les ONG nationales, pour les mêmes objectifs que les gouvernements. Et s'il faut ça, c'est vers les volets humanitaires, donc c'est pour apporter l'aide humanitaire efficace, de qualité, qui arrive à temps, etc. C'est pour ça que les ONG internationales sont là. Et donc, c'est les mêmes objectifs que les acteurs nationaux, c'est les mêmes objectifs que les gouvernements congolais, c'est les mêmes objectifs que les organisations nationales. Et donc, c'est plus, les ONG internationales, c'est plus une opportunité. C'est plus une opportunité, c'est des partenaires, c'est des acteurs, parmi les acteurs clés aux côtés des agences des Nations Unies, aux côtés du gouvernement, aux côtés des bailleurs de fonds, aux côtés du secteur privé, aux côtés des universités et institutions de recherche. Donc les ONG internationales, c'est un acteur à vos côtés, à nos côtés, pour assurer qu'on peut apporter de l'aide humanitaire efficace et de bonne qualité, et une aide humanitaire qui arrive à temps. Et c'est là que les ONG internationales sont très engagées dans la localisation, parce que c'est à travers la localisation qu'on peut vraiment apporter de l'aide rapidement, qu'on peut apporter des réponses de qualité, donc qui répondent bien aux besoins. Si, comme on est tout proche, si je me réfère à la dernière catastrophe qui s'est passée à Calais, ce sont les églises locales qui commencent à répondre, ce sont les communautés locales, ce sont les groupes locaux qui commencent à intervenir, et donc c'est elles qui sauvent les vies humaines. Et donc, tous les acteurs que j'ai cités, et particulièrement les ONG internationales, on est engagés à soutenir ce processus-là, à soutenir les groupes locaux, à soutenir les organisations nationales, pour que l'aide humanitaire puisse être efficace et qu'elle puisse arriver à temps. Et donc, le Forum des ONG internationales, c'est un acteur engagé pour la localisation de l'aide humanitaire. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Et je pense, dans ce symposium, on peut discuter quelles sont les conditions qu'on pourrait réunir ou aller de l'avant pour améliorer ce qui n'a pas été amélioré, pour qu'on puisse faire avancer l'agenda de la localisation. Et la localisation fait partie de l'ordre du jour de toutes les réunions des ONG internationales, en assemblée de chefs de mission et même du comité exécutif. Le Forum des ONG internationales a mis en place un groupe de travail localisation qui se réunit et qui discute de comment avancer sur la localisation. Le Forum des ONG internationales a au sein de son secrétariat que dirige l'IC un point focal localisation qui s'appelle Manuela, qui malheureusement n'est pas là pour des raisons de santé et pour d'autres impératifs, mais elle est là même si physiquement elle n'est pas là, elle va suivre tout ce qui va se passer. La présence du directeur du secrétariat du Forum des ONG internationales, Rémi de Kinshasa, c'est une preuve éloquente
la preuve des membres du COMEX, ici, du comité exécutif du Forum des ONG internationales. Il y a une vingtaine d'ONG internationales qui vont participer à cette assise, qui ont même mis des formations à la dernière minute, mais qui ont dit, mais comme il s'agit de la localisation, nous devons être là. Et donc c'est une preuve, c'est beaucoup de preuves éloquentes qui montrent que les ONG internationales sont vraiment engagées pour la localisation, sont en faveur de l'avancement de la localisation. Et donc, comme l'a dit Joseph, docteur Joseph, brisons la glace, échangeons, il n'y a pas de sujet tabou, échangeons sans réserve, disons-nous toutes les choses. Et puis, débouchons sur des recommandations concrètes, pratiques. Et en tout cas, les forums des ONG internationales vont les prendre très au sérieux, va y travailler, et s'il y a des recommandations qu'il n'est pas en mesure de réaliser, il les dira. Il les dira au bon moment. Mais s'il y a des recommandations que les ONG internationales peuvent appliquer, on sera en mesure de les appliquer. On sera toujours en train de travailler ensemble. Parce que la localisation, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. On doit se faire, c'est donner du temps de réaliser les progrès qu'on va décider au courant de ces symposiums. Merci. J'invite la coopération suisse à parler au nom de représentants de bailleurs. La parole. Il est vrai que vous avez dit que je veux parler au nom des bailleurs, mais ce n'est pas exactement ça. Je pense que dans les discussions qu'on a eues, c'était prévu que la Suisse, comme bailleur de fonds, puisse partager un tout petit peu son expérience en matière de localisation. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je vais aborder. Merci beaucoup à tous d'être là et merci beaucoup à la Convention d'avoir pensé à organiser ces assises. La Suisse est un de 24 États qui ont signé les grands médias et la Suisse a été active plutôt dans tout le processus. Ça veut dire que pour la Suisse, la localisation, c'est un élément capital dans tout ce qui est stratégie de programme humanitaire pour la Suisse. Et l'expérience de la Suisse en matière de localisation, c'est que la planification de l'aide humanitaire ne peut être un succès que si elle associe les acteurs locaux. C'est pour cela que dans tout ce qui est stratégie programmatique de la Suisse, on fournit beaucoup d'efforts pour pouvoir directement impliquer les acteurs locaux. Alors, c'est pour cela que nous sommes toujours à côté des acteurs de la société civile, des ONG nationales, pour le renforcement de capacité et pour leur accompagnement technique et financier. Je vous dirais qu'ici à RDC, par exemple, le portfolio de la Suisse pour les activités humanitaires va directement aux organisations nationales à hauteur de 40%. Et ça, c'est un élément qui prouve que nous sommes directement impliqués et nous impliquons directement les acteurs humanitaires locaux dans notre stratégie de réponse humanitaire. Quand la CONAFOD nous a approchés pour parler de cette initiative du symposium national, nous avons été aussi réactifs que possible pour pouvoir appuyer l'initiative. Et nous encourageons tous les acteurs ici présents, que ce soit les acteurs étatiques de la RDC, que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les organisations internationales ou les agences
nous encourageons chacun à son niveau à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir réellement arriver à matérialiser cette localisation comme cela a été voulu par le grand Étienne. Nous sommes heureux d'être là et allons toujours participer avec tout le monde dans les discussions. Et nous vous disons merci beaucoup. Nous espérons que nous allons aboutir à quelque chose de concret qui nous permettra par la suite d'avancer en matière de localisation. Merci beaucoup. Présentation de votre expérience dans le cadre de la localisation. Nous allons sauter 2 mots. Il y a le mot du coordonnateur humanitaire, ici le mot de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. Dès qu'ils sont là, on va rentrer sur le parti. Je vais sauter la photo de la famille. On va répéter les choses. On va sauter la photo de la famille. On va gagner. Ils nous disent d'attendre. Venir faire la présentation pour qui sont dans la salle. Alors j'en profite pour faire les présentations générales. Vous voyez, on est tellement nombreux que si on cite chaque nom, ça va être très compliqué. Alors on va seulement présenter les groupes qui sont ici. Et nous commencerons par la partie étatique. Donc, dans nos assises, nous avons les représentants du ministre. Nous avons également la représentante du secrétaire général avec toute son équipe. Et nous avons les chefs de division aux affaires humanitaires au niveau provincial. C'est ça le premier groupe étatique qui est ici. Ils peuvent se lever, comme ça on voit qu'ils sont là. L'équipe de la coordination humanitaire, le coordinateur est encore en chemin. Il y a son adjointe qui est là, Mme Susanna et son assistante. En même temps, il y a la députée de OCHA qui est ici. Et tous les membres de OCHA qui sont là, ils peuvent se lever comme ça aussi on le voit. Alors, il y a aussi la représentation des corps diplomatiques. Nous avons Mme Sabina qui représente l'ambassade d'Allemagne, qui est là. Je ne sais pas s'il y a un autre membre diplomatique. Il peut aussi se lever, comme ça on va voir. Donc le forum des ONG internationales, qui est représenté par les membres de commerce, mais celui et tous les ONG internationales qui sont ici. Ils peuvent aussi se lever. Des représentants des plateformes qui viennent du Congo, qui viennent d'ailleurs. Nous avons notamment la représentante de ICVA, qui est une plateforme internationale et elle vient de Dakar, c'est Mme Fatoumata. Elle devrait être accompagnée par la représentante de NIA, mais qui a eu un contre dans la dernière minute, et qui va intervenir demain en ligne dans cette assiette. Nous avons également d'autres plateformes, notamment Star Network, qui est ici avec nous, ils peuvent se lever. Le représentant des NIA, voilà. Il s'est levé au même moment que le représentant de China for Change, donc les deux sont là. Nous avons la coordinatrice régionale de Together, qui est aussi une plateforme, qui est là. Les représentants de l'organisation, de l'organe qui nous a appelés ici. Donc, tous les collègues de CONAFOD qui sont ici, ils leur demandent de se lever aussi. Il y en a qui sont venus de Kinshasa, qui sont venus de Kivu, qui sont venus de Kaleni, qui sont venus de Bunia, qui sont venus de Bukavu. Donc, toute la représentation au niveau national de CONAFOD est ici. Pour la faute, il y a les 5 patrons qui sont représentés, RONT, FONAT, FONAI, SECONAT
Et voilà. Je pense que je n'ai pas oublié quelqu'un, sauf moi-même, et je me suis déjà présenté. Ah, voilà. Je pensais qu'en parlant des coachs, toutes les agences se sont levées, mais apparemment, il faut que je dise. Donc, nous avons les représentants de toutes les agences des Nations Unies qui ont été invités, et je leur demande donc de se mettre debout. Je ne présente plus la coopération suisse qui a déjà parlé. Je crois que c'est bien bien fait. Le projet national, c'est à travers la Afrique, donc je les ai déjà présenté. Merci. Le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Ils vont essayer de nous parler de la vision du gouvernement par rapport à la localisation des ministères ou secrétariat général, celui-là qui est délégué pour ça. Je suis très remerciée pour parler de questions concernant l'aide humanitaire. Je suis Mme Victorine Monica. Je représente ici le secrétaire général en Belgique. Alors, la vision du gouvernement sur la localisation et l'aide sur toute la ligne de la gestion des catastrophes. Pour le gouvernement, la gestion des catastrophes n'est pas seulement la réponse. C'est toute la ligne sur la gestion des catastrophes. Et la gestion des catastrophes s'articule autour des trois composantes. La prévention, la réponse et le relèvement. Alors, vu comme tel, le gouvernement veut que toutes les parties prenantes puissent prendre conscience de cette dimension des choses. Il faudrait que nous puissions tourner notre regard aux activités que nous pouvons mener dans le cadre de la prévention. La RDC a beaucoup subi et est en train de subir constamment des affres, des catastrophes naturelles surtout, et autres calamités. Alors pour les gouvernements, il ne suffit pas seulement d'agir au niveau de la réponse, mais il faut parfois, il faut regarder aussi agir en amont, c'est-à-dire nous concentrer plus sur la prévention des catastrophes. Alors, à ce niveau, Vimontel, comme le parti prenante tel que nous sommes là, le gouvernement tient à mettre en première ligne les organisations gouvernementales nationales. Ce sont les acteurs de première ligne et pour le gouvernement, il compte avoir des entretiens fluctués avec les acteurs locaux dans un cadre plus restreint avec le gouvernement pour qu'on puisse finir à élaborer un plan, une feuille de route avec les organisations nationales et locales dans le cadre de la vision du gouvernement. Parce que le gouvernement a bien des programmes qui va essayer de porter avec l'assistance de nos organisations non gouvernementales, parce que c'est eux qui connaissent les réalités de nos communautés. Ils sont là, ils vivent tout avec les communautés, ils connaissent mieux les besoins de nos communautés et c'est à ce titre-là que le gouvernement veut élaborer tout un programme avec les organisations nationales et locales. Pour ce qui concerne les finances,
c'est la gestion. Dans notre budget, nous allons mettre en place quelques dispositions par rapport au financement des organisations nationales et locales qui travaillent à nos côtés pour sauver des vies, pour prévenir les risques et pour le relèvement de nos communautés en vue de leur résilience. Alors, vu comme tel, mes chers amis, nous avons travaillé d'arrache-pied et c'est le financement de la République, le financement public va prendre en compte les financements des actions qui seront menées par nos organisations nationales. Bien sûr, nous demandons aussi à nos organisations nationales d'être aussi plus performantes, d'être aussi plus organisées avec l'esprit managérial de gérer surtout les fonds pour que nous puissions défendre cette efficacité et arriver à pouvoir atteindre nos objectifs. Et le gouvernement fait surtout aussi que nous puissions voir la question de la redevabilité, parce qu'il faut qu'on sache qui fait quoi où et quand, avec qui, avec quoi, où il a trouvé les moyens. Le gouvernement voudrait savoir plus sur le contenu, sur les positions de nos organisations non gouvernementales qui reçoivent des financements par-ci par-là. Mais au nom de la redevabilité, le gouvernement veut que nous puissions aussi mener des actions qui seront accompagnées par le gouvernement. Je vous remercie. On a compris qu'il y a dedans, dans son message, surtout, et après on va montrer au gouvernement leur place dans la localisation. Des engagements au cours de ces assises et après, nous devons nous assurer qu'on sort avec un cahier des charges où chacun a montré sa place. Cette lutte que nous sommes en train de mener. Et tant que les autres aspects logistiques soient, on va suivre la présentation sur le processus d'internalisation, localisation en RDC. Aujourd'hui, alors, d'accord, on n'arrive pas toujours. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Comme on parle d'internalisation, alors, vers les années 94, 95, 96, la République démocratique du Congo a accueilli beaucoup de réfugiés qui venaient des pays voisins. En ce moment-là, on a vu beaucoup d'ONG internationales venir. Pour nous qui étions très jeunes, assez jeunes à l'époque, c'était la première fois de voir des ONG internationales avec tout leur arsenal des moyens pour répondre. Et après ce moment, pendant que ça a évolué, on a vu aussi naître des organisations nationales pour continuer à appuyer l'aide des ONG internationales. C'était le début des premières ONG humanitaires. Avant, il existait des ONG de développement et des associations. Mais à ce moment-là, prenez corps les premières ONG nationales vraiment humanitaires à grande échelle. Petit à petit, ces ONG se sont multipliées. Mais à un moment, vers 2000, ils se sont rendus compte que OCHA s'est installé, il s'est coordonné, mais eux n'avaient pas droit au chapitre. Ils n'avaient pas droit à l'information, ils ne savaient pas comment se passaient les financements. De temps en temps, une ONG internationale leur donnait un peu de financement. Puis ils se sont dit, comment faire pour que nous aussi, on ait accès à l'information d'où vient le financement et comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'est née la première idée de créer la première plateforme qui s'est appelée Seconat.
Donc, cadre de concertation des ONG nationales. Et c'était né ici à Bukavu. Et dans cette salle, il y a parmi les membres fondateurs, nous saluons la présidente Michel, qui est l'un des fondateurs de Vodafone, qui était la première plateforme, et qui avait comme objectif d'avoir aussi une place à la table de discussion à Ocha. Et donc, c'était la première idée de s'approprier l'action humanitaire. Et après, ils ont obtenu des places au CPIA. Et dans la salle, il y a parmi les bénévoles qui nous ont représentés au CPIA. Je vois qui est là au débat. Et cette idée a pris naissance et a influencé d'autres provinces. Donc après Seconat est né Fonad, qui s'est inspiré de ce qui s'est passé. Après Fonad, les membres de Seconat qui sont partis dans d'autres provinces, à l'Itourie, ils ont demandé de répliquer ce qui s'est passé ici. C'était la naissance de Fonaï. Et de là, l'information a circulé. Au Tanganyika, on a créé Rona et à Kinshasa, on a créé Rona. C'était une première tentative donc, de regroupement des ONG nationales pour réclamer aussi la participation à la coordination. Quelques temps plus tard, en 2016, nous entendrons parler du sommet d'Istanbul. Et comme nous étions déterminés aussi à participer à cette grande messe, nous avons fait des contributions avec nos maigres moyens pour envoyer 2 délégués participer au sommet d'Istanbul. Nous avions donc envoyé M. Gamkaroume et M. Babi Florent pour aller s'enquérir de ce qui se passe là-bas. Il s'agit de quoi justement. Et à leur retour, ils sont venus nous parler de la localisation, qui en fait cadrait avec nos aspirations. Et de là, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut ramener la localisation en RDC. Comment il faut le faire? Il faut se réunir. Il faut parler d'une seule voix. Il faut se regrouper. Mais on n'avait pas de possibilité parce que le pays est vaste, les plateformes étaient éparpillées à travers le pays. Nous sommes alors décidés de profiter de chaque opportunité pour faire en sorte qu'il y ait des organes de localisation. Et la première opportunité nous a été offerte par le projet Shifting the Power de GAFOD. Ça nous a permis de nous réunir et de discuter sur comment améliorer notre présentation, nos réclamations et comment apprendre. C'est ce que nous avons appris l'ensemble de l'engagement des grandes barrières. Nous avons appris Cheta for Change, nous avons endossé Cheta for Change et nous avons décidé de continuer sur ces chemins-là. La deuxième opportunité a été Startup Rock. On s'est dit, nous allons essayer de nous regrouper sur Startup Rock. On a fait du schéma, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était trop aigu. Ça ne regroupe pas toutes les ONG nationales. La troisième opportunité a été Together, qui en fait nous a regroupé plusieurs fois. Il a mis dans son programme apprentissage par les pairs, l'invitation chaque mois de toutes les plateformes pour participer aux discussions et enrichir le monde. Et c'est au cours de ces ateliers organisés par Together que l'idée est venue finalement de constituer une grande plateforme que nous avons appelée Codaford. Et avec Codaford, nous sommes donnés comme objectif d'accélérer l'agenda de la localisation en RDC. Et c'est donc comme ça que nous sommes partis de nulle part pour entrer et nous approprier la localisation. Donc c'était ça le processus de l'intégration de la localisation en RDC. Et aujourd'hui, je pense que c'est effectif, parce que nous sommes tous ici, c'est pour parler de la localisation et continuer sur ce chemin, et baliser le chemin et espérant que nous allons inspirer d'autres personnes pour que cela soit effectif en RDC et peut-être qui sait dans toute l'Afrique. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose? Très bien. On a compris le processus d'internalisation du concept de la localisation. Je salue l'entrée dans la salle ici du conseiller Toutou, le conseiller du ministre
et délégué du ministre national aux Affaires humanitaires. Vous pouvez vous mettre debout pour que les gens ne viennent de Kinshasa. Merci à l'Assemblée. Quelques minutes. Laissez-moi inviter Madame Angèle pour nous parler un peu de la problématique des organisations de leaders féminins. Bonjour à tous. Je vais vous parler un tout petit peu de la problématique des organisations à leadership féminin au Congo. Les organisations à leadership féminin qui travaillent sur les terrains connaissent véritablement le besoin de leur communauté. Elles ont réussi à gagner la confiance de ces derniers. Elles savent les défis à relever et elles accèdent aux zones difficiles, reculées, où elles savent atteindre les personnes se trouvant réellement dans le besoin. Je crois que les amis, elles savent quelque chose dans ce que je dis. Malheureusement, ces organisations se trouvent confrontées à des difficultés financières et logistiques. Elles travaillent souvent avec des moyens de bord limités. Les financements directs attribués à ces organisations ne représentent que près de 1% de l'aide au développement dans le secteur de l'égalité des sexes et de la lutte contre les violences basées sur le genre, et cela est encore bien moins ce qui est de l'autonomisation de la femme. En RDC, au cours de ces 2 dernières années, la part des allocations en faveur des organisations à leadership féminin est restée vraiment minime. Quels sont les défis? Les organisations dirigées par les femmes sont confrontées à plusieurs défis dans l'exercice de leur mission. Parmi ces défis, nous pouvons citer le fait que les rôles, leur proximité avec les femmes et leur sensibilité par rapport aux problèmes des femmes ne sont pas reconnus à leur juste valeur dans les contextes de crise humanitaire. Malgré leur présence sur le terrain, ou service de crise et la proximité avec les femmes en situation de crise, les organisations à leadership féminin ne sont pas assez accompagnées en termes d'octroi de financement et de capacitation, alors qu'elles sont identifiées et participent dans les clusters et forats économiques. Du fait de l'absence d'accompagnement dans l'octroi de financement et dans la capacitation, les actions de ces organisations ne sont pas très visibles, car elles sont marginalisées et étouffées par ceux qui ont accès à l'information et à l'influence. La politique d'octroi des financements sont souvent subjectives par rapport aux organisations féminines, qui sont souvent jugées des manques de capacité et de redevabilité. L'inéligibilité de plusieurs organisations, surtout celles à leadership féminin, au fonds humanitaire et d'autres fonds. Pourtant, ces organisations sont actrices sur le terrain et disposent de résultats palpables. Quelles sont les recommandations? Dans son dernier rapport, le secrétaire général des Nations Unies a recommandé que le pourcentage des fonds officiels affectés à l'aide au développement, spécialement ceux visant des actions spécifiques en faveur de l'égalité des sexes et le soutien aux organisations des femmes, soit augmenté. Il a également insisté sur le fait que l'accès à des financements directs, flexibles et pluriannuels au profit des organisations de femmes et du mouvement féministe soit élargi. Pour se faire face à la crise sanitaire, sécuritaire et donner des réponses appropriées et efficaces, il serait judicieux d'investir dans les organisations dirigées par les femmes à tous les niveaux à travers la mise en place d'un modèle de financement spécifique à ces organisations, le ciblage des activités ou
ou des projets ciblant principalement les femmes. La prise en compte obligatoire des organisations féminines dans les consortiums, aussi bien en ce qui concerne l'éligibilité, l'accès aux informations et au financement. La conception et la mise en place d'un programme d'accompagnement et de renforcement de capacités institutionnelles et financières des ONG féminines pour le préparer à l'accès, à la mobilisation et à la gestion du financement. La mise en place des fonds flexibles et à long terme pour assurer la croissance et l'impact des actions des organisations féminines sur le terrain. L'urgence pour le gouvernement de la RDC de s'impliquer dans une démarche visant l'égalité des sexes au niveau de politiques et des programmes nationaux. L'intégration, l'égalité entre organisations à leadership masculin et féminin dans la participation des ressources et des financements entre les organisations nationales. La promotion de la participation et le soutien des femmes aux divers niveaux de décision en matière de réduction des risques de catastrophes et des crises humanitaires, d'accès au financement, au crédit, à la technologie et à la protection sociale en tant que facteur pour assurer l'accès à un niveau élevé et durable de leadership féminin. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? Il est indispensable de passer à l'action en mettant en œuvre la localisation de l'action humanitaire de façon effective. Des efforts concertés de la part de tous les acteurs et parties prenantes de l'aide humanitaire sont nécessaires pour transformer l'action humanitaire au niveau local, national et mondial. Nous devons donc nous attaquer aux causes structurelles des inégalités avec les politiques spécifiques, en évaluant les faiblesses et les forces des organisations à leadership féminin et en œuvrant pour accroître leurs capacités afin de leur permettre d'être plus efficaces et plus crédibles sur le terrain. Je vous remercie. L'organisation à leadership féminin. On a compris qu'il faut beaucoup plus intégrer les femmes dans des actions communes, mais aussi elles doivent jouer un rôle très important dans l'organisation. Permettez qu'on revienne à l'Assemblée à prendre 2 ou 3 interventions. On est en train de parler comme si on était à l'auditoire. 2 ou 3 interventions par rapport aux thématiques déjà développées. Et le nom de l'engagement ou le nom du ministère ou de notre gouvernement par rapport à la localisation. On a suivi comment la RDC est en train d'intégrer de plus en plus le concept de la localisation. Mais aussi on vient de suivre la problématique des organisations à leadership féminin. Entre-temps, on a suivi les différents discours. Je ne sais pas si dans la salle, on peut donner la possibilité à 2 ou 3 personnes d'intervenir. Alors, soyez très brefs pour nous permettre de rester largement notre temps. Bonjour à l'Assemblée, moi c'est Paulin Bichakabalia. Je suis le coordinateur de la journée de l'ONG Côte-d'Ivoire. Je n'aurais pas dû prendre la parole, mais c'est parce que j'ai reçu le mandat de Stéphania Noël de World Vision pour que je parle en donnant un peu d'expérience de ce qu'il fait dans le cadre du consortium de la DG du FADEX. Un consortium ici en RDC dirigé par 5 ONG néerlandaises avec 9 partenaires ONG nationales pour l'implémentation des activités d'urgence au nord et au sud du Kivu. Et pour ce consortium, je suis membre du LAC, localisé chez la Presse du groupe, où je représente toutes les ONG nationales dans ce consortium, tant au niveau de la RDC qu'au niveau mondial, où j'ai eu plusieurs fois rencontré les ministres des Affaires étrangères, dans les réunions à la haie et un peu partout. Quelle est l'expérience de la région de Fadance? C'est qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères,
signataires des engagements de la localisation, ils ont compris que par des délocalisations se développaient des partenariats équitables qui donnent la voix aux ONG nationales, qui les fait participer à des instances de décision et qui demandent une adaptation des structures. Ce qui fait qu'au niveau de la structure de la DG de Fayence, les ONG nationales ont réussi à avoir une place de discussion tant au niveau national, dans toutes les structures, qu'au niveau international, en participant même dans les réunions du board des directeurs, où chaque membre de l'AC, ou Organization Advisory Group, a une voix pour parler avec le board des directeurs de la DG de Finance et rencontrer le ministre néerlandais des Affaires étrangères au moins 2 fois par an. Ils ont accepté d'influencer les politiques. L'engagement d'Istanbul est à 5%, mais dans le cadre de la stratégie d'intervention de la DG de Fayence et les plaidoyers qu'on a menés, nous sommes arrivés à obtenir maintenant 35% minimum, je dis bien minimum, des financements qui est directement drainé aux ONG nationales, qui leur permet d'implémenter les activités en partenariat avec les ONG internationales. Deuxième aspect, c'est qu'aucune ONG internationale n'est plus autorisée d'implémenter seule une activité sans partenaire local. C'est pourquoi chaque membre de la DG de Fayence a au minimum un partenaire international avec lequel il parle. Deuxième aspect sur lequel nous avons pu pousser, c'est le fait que le gouvernement néerlandais cette année a accepté que les ONG nationales, parce qu'on parle de délocalisation, c'est l'accès à l'argent, au financement et solidifier les structures. Accepter que 6% du financement qui va directement aux ONG nationales devra être consacré au renforcement du frais administratif, ça veut dire l'ICA des ONG nationales. Ça, c'est déjà aussi acté. En plus, nous avons obtenu que 5% des financements. À partir de cette année, il y a directement sur les renforcements des capacités. Capacité de l'ONG nationale, de l'argent qui sera utilisé par l'ONG nationale dans les domaines où elle sent qu'elle a besoin de renforcer les capacités. Ça, c'est la réponse à la question de la représentante du ministre qui a dit qu'on veut des ONG qui soient compétitives et équitables. Et on trouve que ces bailleurs de fonds est quand même un des mondes ailleurs. Il y a bien sûr des défis. Des défis en termes de mobilisation des fonds, de la DG de Finance. Et à ce niveau-là, nous avons commencé un plaidoyer qui a mené, parce qu'on a réussi à élire un tiers au niveau mondial, qui représente toutes les John Response, qui est basé en Éthiopie, qui a été chez ECO à Bruxelles, avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, pour parler sur le modèle de la DG de Finance. Comme pouvant être un des modèles en encourageant les partenaires de l'ECO qui jusque-là réchignaient sur la localisation. Nous avancer aussi dans ce sens-là, pour qu'on puisse travailler avec les ONG nationales. Alors moi, je voudrais finir ici mon mot pour quand même lancer, j'ai visité des questions sur lesquelles on pourrait débattre. Vous savez que ce n'est pas dans notre pays. Sur tous les mécanismes de financement qui existent, qu'est-ce qui est fait? Sont-ils encore vraiment effectifs? Et que faut-il pour la localisation? J'ai dit, je vous remercie. En ligne avec nous, et on va en parler tout à l'heure. Mais on va prendre dans la salle 2 autres communications. On va prendre monsieur, après madame. Je suis directeur exécutif de l'organisation DIFET et membre aussi de SONIA. J'ai été en contact à la collègue a présenté la question d'intégrer plus les organisations féminines dans le processus de financement. C'est l'élément déjà qui est déjà en cours de progression, madame, parce qu'avec aujourd'hui une ligne directrice, par exemple, du fonds humanitaire, on est vraiment en train de mettre un focus particulier sur l'intégration du genre et aussi les soutiens aux organisations féminines. Donc je crois qu'il y a un peu de progrès. Je pense qu'il n'y a pas vraiment trop à craindre par rapport à ce niveau. Seulement, je pense que nous avons encore besoin de beaucoup d'évidence. Il faut peut-être aussi beaucoup de recherches pour que nous ayons des données probantes et des preuves qui peuvent beaucoup plus encore montrer les impacts des crises et surtout les catastrophes naturelles et conflits
par rapport à la femme, pour que cela puisse aussi continuer à activer les grands niveaux de plaidoyer et que ça puisse aussi influencer tous les acteurs dans leur stratégie de mise en œuvre des interventions humanitaires. Merci beaucoup. Merci. Donnons la parole. On a encore un agenda très chargé après. Si vous avez la parole, allez tout droit, vraiment 1 minute, 2 minutes, tout au plus, pour nous permettre de ne pas perdre de temps. Bonjour à tous. Moi, c'est Salima Kabasha Dorcas, de l'organisation FAP Drovira, mais aussi je suis le point focal de localisation au niveau de Drovira. Moi, je vais parler juste au nom des organisations locales ou nationales qui sont à Drovira, qui m'ont aussi envoyé pour un peu parler à leur nom. C'est à propos, lors des réunions, on avait parlé sur les défis qu'ont les organisations nationales face aux appels à projets des organisations internationales, parmi lesquels il y a beaucoup de critères. Les organisations internationales mettent beaucoup de critères qui font en sorte que les organisations, pour écarter les organisations locales. Parmi ces critères, il y a donc la détermination du montant de la détermination du montant de la gestion. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a dans les critères, on dit avoir déjà géré autant d'argent. Alors, avoir déjà géré autant d'argent ou bien avoir déjà géré 1 000 ou 2 000 dollars, faut en sorte que les organisations nationales s'écartent. Et ça, selon eux, c'est une stratégie que les organisations internationales mettent en place pour écarter les organisations nationales. Et puis, le deuxième critère, c'est le feedback. Donc, lorsque les organisations nationales postulent aux appels à projets, les organisations internationales ne font pas de feedback au niveau des organisations nationales pour leur dire, voilà, vous n'avez pas été retenu à cause de ceci ou à cause de ceci. Pour que les organisations nationales voient comment est-ce qu'à la prochaine occasion, elles peuvent un peu s'améliorer. C'est un peu ça. Sinon, c'est passé l'année. Sinon, on va confondre cette partie où j'ai donné juste un temps à 2 ou 3 personnes pour nous. S'il y avait des ajouts vraiment au groupe, on amène des discussions à ces niveaux. Les lieux d'aisance, c'est pour les femmes ou pour les hommes. Parce que quand on est assez nombreux comme ça, il faut qu'on sache les lieux d'aisance. Vous allez vous impliquer, vous orienter de ces côtés. Je vous donne la parole. Quelques minutes, 10 minutes, 10 minutes pour nous parler du contexte de vision du MIA. Après, il sera complété par M. Meshak à compléter par rapport aux présentations qui ont été faites. Je m'excuse, mais madame. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, monsieur. Ah, super. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Agnès Masson, je travaille avec un réseau qui s'appelle NIR, Network for Empowered Aid Response. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir être là, même si c'est pas en présentiel, avec vous ce matin, d'avoir pu écouter les débats et de pouvoir contribuer de façon modeste aujourd'hui à vos conversations et à cette conférence qui me semble être vraiment la première de ce genre en RDC, où on a vraiment toutes les parties prenantes sur l'action humanitaire, sur la réponse humanitaire dans le pays. Ce qui en fait est vraiment au cœur de la conversation qu'on a la conversation sur la localisation. C'est pas tellement à quoi l'architecture humanitaire internationale ressemble, c'est pas tellement qui est le plus important, mais c'est de dire quels sont tous les acteurs
qui jouent un rôle essentiel dans la réponse humanitaire dans un contexte donné. Et aujourd'hui, je sais que dans cette salle, il y a vraiment tous ces acteurs-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable, parce que finalement, ça ne se passe pas dans tous les pays. Alors, moi, c'est un peu mon rôle aussi, d'apporter un peu ces éléments-là. Et je voulais vraiment partager avec vous que ça ne se passe pas dans tous les pays, et que donc c'est vraiment une étape essentielle qui se passe aujourd'hui pour toute la conversation sur la localisation, quel que soit le processus auquel on fait référence, que ce soit le Grand Bargain, que ce soit les différents agendas globaux, que ce soit les engagements de Charter for Change, de Pledge for Change, et mon collègue Meshach en parlera plus et mieux. Mais voilà, en fait, c'est le cœur de la conversation, c'est ça. Alors, et je voudrais aussi mentionner, même si ce n'était pas demandé, ça a été un vrai plaisir d'accompagner les différents acteurs, et notamment les acteurs les acteurs avec qui on travaille le plus, les acteurs locaux, dans la définition, la réflexion, les difficultés de la mise en place de ce symposium. Il y a vraiment eu un travail de fond, de concertation, qui a été fait, et félicitations à tous, parce qu'on sait tous que c'est pas des éléments évidents. Alors comme réseau, nous, NIR, on est un réseau qui est encore assez jeune. On est né dans les couloirs, si j'ai envie de dire, mais surtout dans les conversations du sommet humanitaire en 2016 à Istanbul. Et on est un réseau d'organisations locales et nationales dans ce qu'on appelle le Grand Sud, alors qui est très divers, mais qui est de l'Amérique latine aux îles du Pacifique, en passant par l'Afrique. Et on a été créé en fait dans le but d'avoir un espace d'échange et de représentation et aussi de plaidoyer pour les acteurs qui en fait sont le plus exclus d'un système humanitaire qui en fait a du mal à leur faire de la place. Et donc c'est un peu pour ça qu'on a été créé, qu'aujourd'hui on existe, et pour lequel aujourd'hui on est actif par exemple dans le Grand Bargain, où on est actif, on collabore avec Charter for Change, où on est actif dans d'autres systèmes qui sont plus sur l'émergence de nouveaux systèmes de solidarité. Et c'est justement pour apporter la voix, parfois individuelle, essentiellement collective, des acteurs du Sud, des acteurs de la société civile du Grand Sud. Et donc la localisation, c'est forcément un peu au cœur de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et je veux juste vous parler de deux éléments sur la localisation, pour ne pas être trop long, qui me paraissent importants parce que ça me paraît aussi refléter l'évolution de la conversation sur la localisation. Et on l'a entendu un petit peu ce matin aussi. On a entendu certains collègues qui parlent de différents aspects de la localisation. Les partenariats, le niveau de financement, l'engagement dans les systèmes de coordination, mais aussi la représentation des ONG locales et nationales dans la définition des projets, dans la mise en œuvre des projets. Donc, il y a tous ces aspects, j'ai envie de dire, pas techniques, mais un peu thématiques, que nous, on a recouvré dans ce qu'on appelle un cadre de mesure de la performance autour de la localisation, qui est un cadre qu'on a adopté en 2019 et qu'on continue à promouvoir, où on accueille, on accompagne dans différents plans les organisations qui sont intéressées de mettre en place ce cadre, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, pour comprendre un petit peu où se situe la localisation pour eux, dans leur contexte, et qui justement regarde tous ces éléments thématiques et qui met un certain nombre j'ai envie de dire d'indicateurs pour voir un peu où on en est. Qu'est-ce que ça veut dire un partenariat de qualité, à quoi il faut regarder, parce qu'on le sait tous, un partenariat de qualité, c'est pas sur un élément conjugué, c'est sur une multiplicité d'éléments conjugués. Pareil sur la qualité du financement, pareil sur les éléments de coordination, d'engagement, sur le plaidoyer, sur la réflexion. Donc ça c'est notre cadre, et je suis très heureuse si les organisateurs peuvent partager, je partagerai avec eux les différents éléments, mais peuvent partager avec tous les participants ce cadre, et je suis très heureuse de continuer cette conversation avec d'autres, si ça les intéresse de comprendre un peu mieux comment on travaille avec, et comment on travaille avec dans d'autres contextes que celui de la RDC.
Donc ça, c'est un élément, nous, c'est un outil qu'on a adopté en 2019. Et puis, on s'est rendu compte que cet outil, ce n'était pas tout à fait suffisant pour vraiment engager tous les membres et tous les partenaires avec lesquels on travaille, en RDC, en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique. Réfléchir, mais qu'est-ce qui nous manque? Et qu'est-ce que ce cadre ne dit pas de la localisation? Et qu'est-ce qui fait qu'on a encore du mal, parfois, à vraiment comprendre pourquoi la localisation n'avance pas aussi vite qu'on voudrait? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les changements qui se passent à un certain niveau, notamment au niveau global? Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'impact au niveau national? Comment est-ce qu'on arrive à articuler ça un petit peu mieux? On a travaillé sur ce qu'on appelle notre politique de la localisation. Alors pour l'instant, il n'existe pas en français, je suis désolée, c'est dans les pipelines, mais c'est pas encore fait, mais dès que ça sera fait, je le partagerai avec vous, parce que très honnêtement, je pense que c'est un document qui éclaire assez bien sur ce que c'est qu'aussi la localisation. C'est des thématiques, mais c'est aussi un process. Et c'est là où ça devient très compliqué en fait. C'est que un processus, ça a beaucoup d'acteurs, ça a un timeline qui est assez long, et ça a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et ce qui me paraît intéressant, et la raison pour laquelle je voulais rapidement partager ça avec vous, c'est que ça peut aussi peut-être éclairer les discussions dans les groupes de travail et sur comment mettre en place une feuille de route pour les acteurs de l'action humanitaire en RDC. C'est qu'en fait, on a identifié qu'il y a 3 types de changements. Quand on parle de localisation, en fait, on parle de 3 types de changements qui ont des moteurs, des façons d'agir et des impacts très différents. On parle de changements progressifs, on parle de changements culturels et on parle de changements transformationnels. Et c'est là où je pense que ça permet de voir la localisation de façon un petit peu plus large et un peu plus politique parfois aussi que ce qu'on fait souvent. Dans les changements progressifs, ça va être tout ce qui est changement un petit peu de régulation, de politique. Dans les changements culturels, ça va être tout ce qui a lieu au changement d'organisation, au changement individuel, humain, au changement collectif. Et transformationnel, c'est ce qui va, ce à quoi on fait référence par transformationnel, c'est aussi les changements du système. Donc on n'est pas sur le changement de politique dans un système équivalent, mais c'est aussi quel est le changement global du système. Et donc quand on commence à voir qu'on parle de changement progressif, culturel et transformationnel, on se rend compte qu'en fait ça devient, il y a beaucoup plus d'éléments qu'on imaginait qui rentrent en compte dans la localisation. Alors c'est un peu une introduction, et je vais m'arrêter là, mais je me suis dit que ça pouvait aussi partager l'expérience que nous, on a vécue avec nos membres et comme réseau sur l'évolution de la localisation. Ça peut aussi, peut-être, j'espère, amener d'autres éclairages dans les conversations que vous aurez cet après-midi et demain, et auxquelles j'avoue, je redis, je suis très surprise de ne pas pouvoir contribuer, de ne pas pouvoir écouter et de pouvoir partager avec vous tous. Et je vais laisser la parole à mon collègue Méchac, qui va vous parler plus en détail des différents processus qui existent et des différents acteurs qui s'engagent sur les processus de localisation. Mais je crois que pour moi, j'ai fait le tour de ce qui à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné cette place dans l'ouverture de vos débats aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Excellences, Mesdames, Messieurs, représentants des gouvernements, représentants des ambassades, représentants des agences des Nations Unies, OCHA et différentes plateformes, bonjour. Merci beaucoup pour l'opportunité de nous accorder de parler devant notre auditoire. Merci beaucoup aux organisateurs de ce symposium qui réussissent à réunir toutes les parties prenantes de la localisation à l'RDC. Nous sommes ici pour parler de la localisation. Et quand on parle de la localisation, on voit directement les engagements de la Charte pour le changement. Et c'est grâce à ces 8 engagements de la Charte pour le changement que nous pouvons aujourd'hui parler de la localisation.
Parce que ce sont ces engagements-là qui nous ont éclairés et qui nous ont dit de ce que les ONG internationales, que nous félicitons en passant, qui avaient accepté de s'engager pour promouvoir la localisation dans les pays du Sud. J'aurais difficile peut-être à avancer sans pour autant remercier certaines organisations et certaines personnes qui s'étaient donné coréen là au début, parce que c'est depuis 2018 que nous avons commencé à réunir les gens autour de la localisation à RDC. Et en 2018, on était autour de 4 à 6 organisations nationales qui avaient déjà endossé la charte pour le changement. Mais aujourd'hui, nous sommes à 126 organisations nationales qui ont déjà endossé la charte pour le changement. Et au niveau global, nous sommes le premier pays qui a plus d'organisations nationales et locales ayant endossé la charte pour le changement. Là, je peux dire que nous, les ONG nationales, que nous puissions un peu nous acclamer pour ça. Nous acclamer pourquoi? Parce que la charte pour le changement, c'était une demande accordée aux ONG nationales de savoir un peu qu'eux aussi, il y a des organisations qui ont tenu compte de leur existence et qui aussi que ces organisations nationales peuvent aussi apporter leur contribution pour l'avancement de la localisation. À cela, nous disons merci pour la RDC à CAFOT, qui est représentée ici par Yves. Ils ont fait vraiment le nécessaire pour nous aider à nous expliquer un peu la valeur ajoutée de la localisation. Nous disons grand merci à Oxfam qui a fait le nécessaire plusieurs fois pour soutenir les réseaux de la charte pour le changement en vue de nous faciliter à participer dans plusieurs réunions au niveau national et au niveau international et même à organiser déjà des grandes activités parce que grâce à Oxfam nous avons organisé le premier atelier à Goma qui avait réuni les agences OCHA a été représenté par Daniel. Il y avait les ONG internationales et nous avions produit une note de plaidoyer. Et grâce à ces notes de plaidoyer, nous avons encore organisé à Kinshasa un autre atelier réunissant les ambassades, les gouvernements, les ministères du plan, les ministères des Affaires humanitaires et autres parties prenantes, notamment l'ONG internationale. Et là aussi, nous avons produit une note de plaidoyer que nous pouvons trouver au site de Charter for Change. Et là, il y a beaucoup de recommandations auxquelles nous n'allons pas revenir. Pourquoi nous voulons parler de la localisation en RDC? Ça n'a pas commencé en RDC, mais ça a commencé à Istanbul. Heureusement que nous étions bien représentés en 2016 à Istanbul par les doyens Gang et Babi. Et de leur retour, nous avons commencé à faire avancer un peu le processus de la localisation. Comme le temps nous est limité, nous allons parler un peu du Grand Bergane, qui est représenté ici au travers des ambassades et agences des Nations Unies et quelques organisations internationales qui sont membres. Grand Bergane qui continue à pousser les ONG internationales signataires de la charte pour le changement, leur disant vous devez faire honorer vos engagements. Et nous aussi, en tant qu'ONG nationale, nous revenons derrière les ONG internationales signataires de la charte pour le changement pour leur demander faites le nécessaire pour faire honorer vos engagements afin de nous permettre de nous retrouver dans nos droits, parce que c'est déjà un droit pour les ONG nationales de bénéficier de 25%, de bénéficier d'un partenariat équitable, de bénéficier d'un financement équitable et cohérent, et de permettre à ce que nos bénéficiaires puissent bénéficier directement de l'aide dont ils ont besoin. Grand Bergane s'est focalisé sur 4 éléments, dont le partenariat. Et dans le partenariat, il a dit supprimer les barrières au partenariat. Incorporer le renforcement des capacités
dans les accords. Et du point de vue renforcement des capacités, Grand Bergane a beaucoup insisté sur investir dans les capacités institutionnelles. Et du point de vue coordination, Grand Bergane a beaucoup insisté sur appuyer les systèmes nationaux, engager les acteurs locaux. Et du point de vue financement, Grand Bergane a beaucoup insisté sur 25% aussi directement que possible, plus d'usage des fonds communs, CBPF, DRR, mesurer le financement aux acteurs locaux. Je pense que nos collègues des ONG nationales et locales qui sont représentés ici peuvent nous dire que beaucoup reste encore à faire par rapport à ce processus tant souhaité de la localisation. Donc, nous vous prions, chers signataires de la Charte pour le changement, de bien vouloir encore vous bousculer pour faire honorer vos engagements, parce que c'est déjà un acquis pour les ONG nationales et surtout pour nos bénéficiaires. Nous allons parler un peu de Pledge for Change. Pledge for Change, c'est aussi une plateforme qui est en train aussi d'amener un peu d'innovation dans le processus de la localisation, au même titre que NIA. Et les documents de Pledge for Change, vous pouvez les trouver sur le site web d'ADESO. L'autre documentation sur NIA, nous pouvons les trouver aussi sur le site web de NIA. Donc, j'ai fini en disant que Chata for Change en tant que réseau a des moyens de communication, a un comité bien structuré, a un plan stratégique qui continue à souffrir de sa mise en œuvre seulement par manque des moyens financiers nécessaires. La RDC compte des milliers d'organisations nationales, mais si aujourd'hui nous pouvons en compter seulement 126 qui ont endossé la charte pour le changement, c'est parce que nous n'avons pas encore réussi à faire la vulgarisation à la hauteur de la RDC. Nous avons 26 provinces en RDC, mais dans les 26 provinces, Chata for Change a pris seulement 9 provinces pilotes. Et nous nous sommes dit, si nous pouvons réussir à vulgariser les outils de la charte pour le changement dans les 26 provinces pilotes, peut-être nous pouvons arriver à améliorer la connaissance sur la localisation. Parce que c'est un défi que nous avons trouvé, que plusieurs staffs des ONG, tant nationales qu'internationales, et des agences des Nations Unies ont encore une confusion sur la localisation. Mais si nous pouvons mener à mieux une bonne vulgarisation, cela peut nous permettre à ce que la localisation puisse être bien connue, bien compris et que les engagements soient réellement attendus. Nous remercions notre gouvernement au travers du ministère des Affaires humanitaires et Solidarité nationale, le ministère du Plan, avec qui nous avons déjà plusieurs fois travaillé à Kinshasa et qui répondent toujours à nos invitations. Et ils ont dit qu'ils sont aussi déterminés pour nous soutenir et soutenir le processus de la localisation. Nous n'allons pas oublier les efforts que Mme Susanna est en train de mener en RDC pour soutenir la localisation et la promotion du leadership féminin. Ça, vraiment, nous en sommes conscients. Merci à Diaconie pour tout ce qu'il est en train de faire aussi. Merci à Strict Child qui a aussi dit qu'il veut aussi se prononcer sur la localisation et à toutes les parties prenantes ici représentées. Merci beaucoup. Soyons tous derrière la localisation et nous allons mieux réussir les actions humanitaires et le développement de l'RDC. Je vous en remercie. L'historique, le contexte, les grands engagements sur la localisation. Les deux exposés de Mme Alix et M. Meshak sur l'historique et le contexte.
recevoir. Oui, puisque déjà j'ai cours, non? Bien, merci beaucoup. Je réponds au nom de Degracias Mwaka, je suis directeur adjoint à MEDER. Nous sommes vraiment très ravis que ce sujet, et nous sommes aussi avec vous, que ce sujet qui est très important sur la localisation soit l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Sans pouvoir me répéter, je disais que le sujet est très important. Je salue l'engagement du gouvernement, je salue l'engagement de tous les autres partenaires ici représentés, y compris aussi les bailleurs de fonds et les ambassades représentées en RDC. Avant qu'on puisse passer à l'étape de définition dans les groupes, je voulais peut-être emboîter le pas de notre collègue Mas qui nous a précédé lorsqu'il est passé. Quant à ce qui concerne la question de localisation, je voudrais peut-être dire qu'en RDC, la localisation est, on peut dire, la localisation existe déjà. Si nous voyons les événements, comme le docteur Joseph le disait, avant 1994, il a existé des organisations communautaires de base, des organisations confessionnelles, qui ont toujours été aux côtés des populations lorsqu'il s'agit de crises ou de catastrophes. Et je voulais plutôt, avant la définition adaptée au contexte de la RDC, que nous puissions ne pas oublier qu'il y a des organisations au niveau communautaire. Il y a les églises et les autres confessions religieuses, que nous ne puissions pas oublier dans notre définition qu'il ne s'agit pas seulement des organisations nationales établies légalement, des organisations qui sont en train d'opérer dans l'ombre et qu'il faut aussi les associer et les ajouter lorsque nous sommes en train de parler. Pour laquelle j'aurais aimé que nous puissions utiliser plus le terme acteurs locaux pour que nous ne puissions pas oublier les autres qui sont en train de travailler beaucoup dans l'ombre et qui sont en train d'apporter beaucoup de changements au niveau de l'économie. Parce qu'avant la crise, pendant la crise et après la crise, ces organisations sont en train de travailler. Et ils ont aussi besoin d'être appris. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision pour que nous ne puissions pas oublier quand nous allons passer au groupe. Je vais revenir sur notre programme. Il y a une partie de présentation, on va parler de la définition de la localisation. Nous tous nous comprenons la localisation, je crois que c'est à ce moment-là qu'on va revenir sur cet aspect. Vous avez aussi 2 minutes. Je représente Save the Children ici dans ces assises. Je suis en charge de la localisation et partenariat. J'ai suivi l'intervention de la partie étatique en rapport avec l'appui du gouvernement au financement des acteurs locaux pour vraiment qu'ils soient des acteurs de premier rang dans toute intervention humanitaire dans notre entité ici. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce financement pourra être disponible quand au niveau du gouvernement? Et est-ce qu'il y a des modalités d'accès à ces financements? Merci. C'est la madame qui a parlé. Tu vas nous dire c'est quand est-ce qu'on attend ces financements, c'est non lui. Merci beaucoup pour la parole. En termes de financement, nous avons dit que le gouvernement agit toujours à travers la loi des finances. Il y a des financements publics. Et il y a des critères aussi pour accéder à ces financements publics. Et qu'au moment venu, les organisations vont
que le ministère qui est en charge des aides et d'investissement, le ministère des Finances, ceux qui apportent, qui sont là pour négocier les financements pour les pays, nous serons ensemble pour quand même parler autour de cette question, envie d'envisager quelles sont les pistes qui peuvent être utilisées de façon indirecte, surtout pour les organisations nationales, pour pouvoir accéder à ces financements. Merci. À 2 personnes, j'avais déjà dit à 2 personnes. Je propose que ça rentre, discutons ça dans le groupe de travail. Je crois que ça peut revenir dedans. Je m'excuse, il y a un problème? Ça fait sur. Ah, merci. On va prendre la Moussafi.